Bonjour. La colonisation menée par les Européens au XIXe et au XXe siècle marque aujourd'hui les esprits. Pour beaucoup de personnes, c'est l'une des origines des nombreuses discriminations présentes un peu partout aujourd'hui sur la planète. En effet, la colonisation est fondée sur le principe des inégalités des races, ce qui a souvent servi à la justifier. Pour approfondir ce sujet, nos experts vont aborder plus précisément le thème de la République française face à la question coloniale sous 4 angles. Pourquoi et comment la République française s'est-elle constituée un empire colonial? Comment la France a-t-elle mené sa colonisation de l'Algérie? Comment la France met-elle en scène ses colonies lors de l'exposition coloniale de 1931? Et enfin, pourquoi la colonisation française est-elle contestée au début du XXe siècle? Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous accueillons les experts sur les colonies françaises, Madame Hamizane et Monsieur Haddad, qui vont nous expliquer comment et pourquoi la République française s'est constituée un empire colonial. Bonjour Madame Hamizane. Bonjour. Bonjour Monsieur Haddad. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu des principales conquêtes des colonies françaises et comment d'un point de vue chronologique progresse-t-elle? La République française se crée un premier empire colonial du 15e, 16e siècle jusqu'aux années 1815, puis se crée un deuxième empire colonial durant les années 1815 jusqu'à la fin des années 1930. En l'entre-deux-guerres, elle détient un des plus grands empires coloniaux et a des possessions dans la plupart du globe terrestre. L'empire colonial français est constitué chronologiquement de l'Algérie en 1830, la Tunisie en 1881, l'Union Indochine qui est composée du Cambodge, Laos et le Vietnam en 1887 et l'Afrique orientale française comme par exemple le Sénégal, le Niger et le Madagascar en 1895 et enfin le nord du Maroc en 1912. À quel contexte sont liées les colonies? Au XXe siècle, de grandes puissances européennes se sont lancées dans la constitution de vastes empires coloniaux. C'est la seconde vague de colonisation après celle de la période des grandes découvertes qui a vu la constitution des empires coloniaux portugais et espagnols. Mais cette nouvelle vague de colonisation est différente car elle débouche sur la mise en place d'une administration coloniale et d'une exploitation plus systématique du territoire conquis. En quelques décennies, le territoire africain est terminé et le système colonial impose sa domination sur les populations de ces colonies. C'est le cas de l'Empire français durant les années 1930. Ensuite, pouvez-vous nous citer quelques-uns de personnages responsables de ces conquêtes? La part de gauche française a une part importante dans la création de cet empire français et a rendu ces conquêtes possibles grâce à des personnages comme par exemple Jean Jaurès qui fut fervent défenseur de l'occupation française en terre africaine, ou encore Léon Blum, grande figure du socialisme français, pour qui la République française a le droit et même le devoir d'instruire les populations non parvenues au même degré de culture en colonisant. Jules Ferry est réputé comme un grand acteur de la mise en place de l'empire colonial français. Quel était véritablement son rôle dans la colonisation? Jules Ferry est une figure tutélaire et emblématique de la gauche et a considéré la colonisation comme une vertu émancipatrice et ses idées ont poussé la France à l'expansion coloniale. Selon lui, la fondation d'une colonie, c'est la création de débouchés. Partout, les traités de commerce se trouvaient de plus en plus difficiles à conclure et à négocier. Il soutenait que les nations européennes s'acquittaient avec largeur, grandeur et honnêteté de leur devoir supérieur de civilisation. La population des pays colonisés doit être soumise aux colonisateurs. Quelles ont été alors les méthodes utilisées par ces derniers pour soumettre les colonies? D'abord, la République française, pays colonisateur, mettait en place des exigences coloniales, c'est-à-dire qu'elle taxait les populations et présentait cet impôt comme une contribution à la mise en valeur de son territoire. La République française imposa également sa monnaie nationale pour affirmer sa souveraineté. Un autre exemple de la soumission des colonies est l'exposition coloniale internationale de 1931. La République française en elle-même est un vaste territoire, alors quelles étaient les raisons qui ont poussé la France à être colonisée? La conquête d'un empire renforce le prestige et la puissance de la métropole. La colonisation est la force expansive d'un peuple, c'est sa puissance de reproduction, sa dilatation et sa multiplication à travers les espaces. La puissance de la prospérité matérielle, de l'autorité et de l'influence politique. Bien sûr, cela permet l'expansion de son territoire avec la volonté d'instruire et de soumettre les populations croyant en une hiérarchie des races. C'est la soumission d'une grande partie de l'univers à ses mœurs, à ses idées, à ses lois et à ses pensées. La présence militaire est une grande raison de colonisation aussi. Le fait de placer une base militaire est un signe de supériorité et de puissance en quelque sorte. Enfin, ils avaient la volonté d'étendre le christianisme. Il fallait évangéliser ces populations pour assurer le salut de leurs âmes. Les missions catholiques et protestantes parcouraient les colonies durant la colonisation. Quels ont été les profits que la République française tire de ces colonisations? La France voulait profiter des ressources naturelles, minières et énergétiques de ces pays. Elle pouvait également profiter des mains d'œuvre qui étaient beaucoup moins coûteuses
La main-d'œuvre est un autre moyen de soumettre ces populations en les obligeant à construire des routes et des chemins de fer. Ils obtinrent d'abord par réquisition, puis par obligation de fournir un nombre déterminé d'hommes. Les colonies permettent aussi de placer des capitaux. Dans l'entre-deux-guerres, 10% des investissements français étaient destinés aux colonies. Finalement, pouvez-vous dire qu'il y a une certaine attitude discriminatoire envers les peuples colonisés? Les lois sont extraites de valeurs et de droits français. Il y a donc forcément une sorte de race supérieure qui va apparaître. Les Français se voyaient comme une race supérieure qui avait le droit d'exercer un certain pouvoir sur ces populations des colonies qui étaient vues comme une race inférieure. Merci pour votre participation. Bonjour, aujourd'hui nous avons un expert sur l'histoire de la colonisation de l'Algérie. Bonjour Nabil. Bonjour. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur la situation, le contexte des deux pays en question, la France et l'Algérie? Bon oui, en 1830, l'Empire ottoman est en décadence. Un de ses territoires, la régence d'Alger, pratiquement indépendamment gouverné par le Bey d'Alger, et la France, elle, une monarchie depuis les années 1815, la défaite lors des guerres napoléoniennes, elle veut faire de nouvelles conquêtes. Et donc la régence d'Alger, située à proximité du territoire français, laissée presque à l'abandon par l'Empire ottoman, semble être une bonne piste. Vous avez mentionné la décadence de l'Ottoman, mais ce n'est sûrement pas la seule raison pour la colonisation du territoire. N'y avait-il pas de problème d'ordre diplomatique, politique ou autre? Ah oui, il faut rappeler que dans les années 1790, la régence d'Alger avait prêté une somme de blé importante à la France, près de 250 000 francs je pense. Et elle en attend le remboursement depuis plusieurs années. Si la France veut coloniser la régence d'Alger, c'est surtout pour éviter le remboursement. Et bien sûr, elle a besoin d'une vraie excuse, donc on dira que c'est pour lutter contre l'esclavage des chrétiens, par les Berbères notamment, quoique dès le début du 19e siècle, cet esclavage avait beaucoup diminué. Ah, je vois. À propos du déroulement de la colonisation, la France a-t-elle fait d'une manière violente ou pacifique? Bon, surtout violente. La France débarque et 20 jours plus tard, elle prend l'Alger, la régence d'Alger. Elle va prendre 40 ans pour coloniser cet immense territoire et installer une population d'origine européenne importante. Mais la régence d'Alger fait partie de l'Empire ottoman. Comment celui-ci a-t-il réagi? L'Empire ottoman, il interviendra plus tard, mais il ne fera pas le poids ayant considéré le territoire algérien déjà perdu. Bref, la France colonise la régence d'Alger et elle est renommée Algérie en 1839. Au fil des années, la France va aussi coloniser l'arrière-pays, va prendre du Sahara, mais elle va être freinée par un premier mouvement de rébellion, celui d'Abdelkader, à Constantine, et va même perdre une bataille là-bas, en 1836. En 1837, l'année suivante, elle relance l'offensive, et cette fois elle reprend Constantine de l'Émirat. Et là, tout se transforme en guerre, entre l'Émirat et la France. Pouvez-vous nous présenter le personnage qu'est Abdelkader et son rôle dans l'histoire de la colonisation de l'Algérie, ou plutôt dans la lutte contre l'invasion coloniale française? Bon, comme je l'avais dit, il avait mené le premier mouvement de rébellion. C'était un chef politique militaire, mais aussi un homme d'une très grande culture, un intellectuel, ce qui peut expliquer son engagement. Était-il seul dans son mouvement de rébellion? Non, il n'était pas seul. Le Maroc soutiendra l'Émirat sous forme d'armes notamment. Et en réponse, la France, elle, en 1840, elle va créer une armée africaine. Elle va donc engager des autochtones pour les faire combattre pour elle. En 1847, l'Émirat se rend définitivement, et voici le premier mouvement de rébellion écrasé. Après avoir colonisé le territoire, comment la France a-t-elle parvenu à installer sa population dans le pays? Bon, il faut rappeler, en 1848, la France redevient une république, et l'Algérie française, elle est subdivisée en 3 parties pour l'occasion. L'objectif de la France, c'est de franciser le territoire. Donc de nombreux colons iront vivre, d'origine européenne notamment, on va les appeler les pieds noirs. Qu'est-ce qui a fait que l'Algérie soit attractive pour ces colons? C'était une affaire administrative. En 1870, il y a l'administration française, elle avait mené une confiscation des terres algériennes afin d'attirer la population européenne, notamment d'Alsace-Lorraine, devenue allemande cette même année. Et le reste des habitants, les autochtones, les musulmans et autres? Les autochtones, eux, ils auront un statut particulier, ils seront considérés comme des indigènes. Ceux qui étaient de religion juive, eux, ils étaient considérés plus capables de s'assimiler à la citoyenneté française. Et donc eux, ils pourraient ensuite devenir des citoyens français. Y a-t-il eu des projets d'intégration et d'assimilation des populations algériennes? Oui, en fait, en 1937, il y a eu le projet qu'on appelle Blume Violette.
Il s'agit de donner la nationalité française à plusieurs milliers d'Algériens. Vous allez me demander pourquoi quelques-uns et pas tous. Tout simplement, c'était pour diviser la population. Ceux qui obtiendront la nationalité française se sentiront mieux et s'assimileront mieux que les autres. Bon, le projet ne verra jamais le jour car il était trop contesté des deux côtés, pieds noirs et algériens. Cela a sûrement créé des tensions importantes dans le pays. Quelle était la réaction du peuple algérien? En réponse, le peuple algérien, en fait, il y a eu plusieurs mouvements indépendantistes de l'entre-deux-guerres. On peut penser à l'émir Khaled, le petit-fils d'Abdelkader, qui lui va créer le mouvement jeune algérien dans les années 1920. Et ensuite, il y a plusieurs autres mouvements. On peut penser à le mouvement de l'étoile nord-africaine, fondé en 1926, supprimé par l'État en 1937. Le Parti du peuple algérien, fondé en 1937, supprimé par l'État en 1939. Et plusieurs d'autres mouvements durant la Seconde Guerre mondiale. Mais s'il y a vraiment une figure à retenir, c'est Messali Hadj, qui a été arrêté et envoyé au Congo français en 1945. Il semble qu'il n'y a que de la tension entre la France et l'Algérie. Oui, c'est bien ça. Cela va provoquer des manifestations importantes dans les villes algériennes. On parle du massacre de Sétif le 8 mai 1945 et d'autres villes à côté. Beaucoup d'Algériens sont morts, quelques Français aussi. Pourquoi retenir la figure de Messali Hadj? S'il s'est fait arrêter, comment a-t-il joué un rôle important dans l'histoire de la colonisation de l'Algérie? En 1946, Messali Hadj, qui a pu rentrer en Algérie, crée le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Mais ce parti va se diviser. Une partie deviendra le MNA, Mouvement National Algérien, l'autre partie deviendra le Front de Libération Nationale ou le FLN. Messali Hadj, lui, il va devenir le chef du MNA. Pourquoi est-ce important? Bien, ces deux mouvements ils vont être rivaux et ils vont marquer ensemble le début de la fin de l'Algérie française. Surtout qu'en 1954, la France vient de perdre l'Indochine. Une guerre s'apprête à commencer. Voici l'histoire de la colonisation de l'Algérie expliquée par Nabil Maharoun. Merci beaucoup. Merci à vous. En 1931, le gouvernement français cherche à mettre en valeur ses colonies. Pour cela, elle confie au maréchal Lyautey le soin d'organiser à Paris, dans le bois de Vincennes, une immense exposition qui a duré près de 6 mois et accueilli près de 8 millions de visiteurs. Elle s'étend sur plus de 110 hectares et offre aux visiteurs une vaste reconstruction imaginaire de l'Empire français. Cette exposition s'inscrit dans la tradition des expositions universelles du XIXe siècle, vouée à promouvoir la puissance des nations européennes. Pour répondre à toutes nos questions à propos de ce sujet, nous avons avec nous la présence d'Élise Travers, l'experte. Bonjour Mademoiselle Travers. Bonjour. Quelles sont les raisons qui ont poussé à l'organisation de cette exposition? Alors il existe deux grandes raisons. La première est la glorification de la colonisation. Alors l'Empire colonial était pour la Troisième République le moyen d'affirmer la grandeur de la France. Et afin d'affirmer cette gloire, l'exposition coloniale nécessite un projet à la hauteur de l'ambition. Et c'est le maréchal Lyautey qui est en charge de la mener à bien. Alors on cherchait à renforcer le sentiment national et à manifester la vivante apothéose de l'effort colonial des nations civilisées. La deuxième grande raison est de mettre en avant les progrès économiques dus à la colonisation. La plus grande France, avec ses colons, permet à la République d'affirmer son pouvoir politique, économique et militaire. Oui, en effet, cette exposition permet de mettre en valeur les qualités de l'Empire colonial et constitue une étape essentielle pour convaincre la majorité des Français de l'importance de l'Empire et du lien entre son maintien et la grandeur de la France. Exactement. Quels sont les aspects spectaculaires et les différentes activités organisées lors de cette exposition? En arrivant à l'exposition coloniale, les visiteurs découvrent tout d'abord le musée des colonies, qui rappelle les différentes phases de la conquête coloniale. Ensuite, le pavillon des anciennes colonies, ainsi que ceux des missions catholiques et protestantes. Mais nous trouvons aussi, par exemple, le pavillon de l'Indochine, avec une reproduction à l'échelle exacte du temple d'Angkor Wat, ainsi que le pavillon de l'Afrique occidentale française, avec son palais fortifié, inspiré de celui de Tombouctou. J'en viens à ma prochaine question. Pourquoi est-ce que cette exposition coloniale pourrait être aussi qualifiée d'internationale? Après l'exposition française se trouvent les pavillons étrangers d'une exposition présentée comme internationale. Nous trouvons par exemple le pavillon du Congo belge ou les colonies africaines appartenant à l'Italie. Les États-Unis participent également à cette exposition avec une reconstitution de la maison de George Washington à Mount Vernon. Cependant, l'Empire britannique constitue le grand absent de cette exposition puisque les Anglais ont refusé d'y participer. Quel regard porte le gouvernement de la République sur les habitants de l'Empire colonial? Alors, à travers cette exposition, on insiste sur les réalisations que Lyautey nomme la politique indigène. Le gouvernement républicain essaye de convaincre les Français qu'il s'agit d'une mission civilisatrice.
Cependant, elle garde une vision raciste des indigènes. La civilisation extérieure mal appliquée est mise en avant comme une parade au lieu d'être présentée comme une anarchie morale et sociale. Ces habitants n'étaient même plus considérés comme des humains, mais comme des sauvages et présentés comme des zoo-humains. Toutes leurs actions et leurs mouvements étaient strictement contrôlés et ils étaient présentés comme absolument différents puisqu'il leur était interdit de manifester tout signe d'assimilation ou d'occidentalisation aussi longtemps qu'ils sont montrés. C'était devenu une vraie théâtralisation des populations colonisées. Et donc cette exposition coloniale présente une image péjorative presque négative de ces populations colonisées. En effet. Quel regard portent les visiteurs, le peuple français, sur ces populations colonisées? La majorité des gens virent l'exposition comme un parc d'attractions. La mise en scène ayant un impact sur leur vision était majoritairement contrôlée et assimilée à de la propagande. Les habitants étaient décrits comme des sauvages, ils étaient comparés à des bêtes animales, et voire suscitant même la peur, la crainte. L'exposition coloniale a donné aux Français leur sentiment de supériorité et celle de leur civilisation, ainsi que leur droit de propriété sur le monde. Enfin, existe-t-il des oppositions en France à la tenue de cette exposition? Oui, il y avait par exemple des manifestants indochinois qui distribuaient des tracts aux abords du bois de Vincennes afin de dénoncer la répression menée par la France en Indochine. Il y avait aussi le Parti communiste qui organise au but de Chaumont une contre-exposition visant à dénoncer l'exploitation coloniale. Et enfin s'ajoutent aussi les écrivains surréalistes, dont René Char, Paul Éluard, qui rédigent un tract intitulé « Ne visitez pas l'exposition coloniale » dans lequel ils dénoncent le colonialisme. Merci Mademoiselle Travers pour vos réponses. Après 5 mois d'ouverture, le bilan de l'exposition est tel que l'on songe un moment à maintenir tout ou une partie des pavillons pour une exposition permanente. Mais les autorités reculent devant les sommes qu'il faudrait engager pour l'entretien des bâtiments. Seul, comme prévu, le musée des colonies est maintenu après l'exposition. Au XXe siècle, les grandes puissances européennes se lancent dans la conquête de vastes empires coloniaux, en particulier en Afrique. C'est le commencement d'une seconde vague de colonisation, après celle des grandes découvertes, qui va elle résulter en la constitution de l'empire espagnol et portugais, qui celle-ci débouche sur la constitution d'une véritable administration coloniale et d'une exploitation des terres colonisées. En quelques décennies, la conquête du territoire africain est terminée et le système colonial impose sa domination sur les populations autochtones, comme c'est le cas de la France à partir des années 1930. Nous allons nous centrer sur les contestations qui ont fait s'éteindre ce grand empire. Bonjour messieurs. Bonjour. Pourquoi l'opposition au colonialisme s'accentue vers la fin de la Première Guerre mondiale? Alors tout d'abord, l'effort de la guerre s'est traduit par l'apport de plus de 800 000 hommes, dont 200 000 travailleurs et 600 000 soldats. Et avant que ces hommes partent au front, ils passèrent d'abord par la ville européenne, dans Paris, et virent la condition de vie dans laquelle vivaient les Français, et ensuite ils la comparèrent aux leurs. Et bien sûr, ceci a créé plusieurs tensions. Ces soldats ont subi d'énormes discriminations raciales au front, et ils sentirent un sentiment d'opposition par rapport aux valeurs de la République française, ce qui leur a donné une autre raison pour ne plus vouloir d'empire colonial. Comment la France se comporte avec les peuples autochtones? Durant la colonisation, la France a mis en place de nouvelles règles. Ces populations sont souvent forcées à faire des travaux manuels, comme par exemple le cas du chemin de fer congolais en 1993. C'est un chemin de fer d'environ 500 km qui a été fait par la main-d'œuvre congolaise et dans des conditions et milieux atroces et horribles. Ce cas-là a résulté en environ 20 000 morts. Et aussi un autre exemple, c'est que souvent la France elle importait des produits exotiques, souvent de ses colonies, et donc pour faire ces produits exotiques, il faut des champs et aussi une main-d'œuvre. Et souvent cette main-d'œuvre, c'est les populations locales, et c'est eux qui travaillaient dans des champs par force aussi pour produire ces produits exotiques. Qu'est-ce que le code de l'indigénat et pourquoi peut-il être aussi discriminatoire envers les populations autochtones? Donc, tout d'abord, c'est un code qui fut mis en place le 28 juin 1881, tout d'abord en Algérie, puis il fut généralisé dans le reste des colonies françaises en 1887. Donc tout d'abord, il donne le statut de français aux populations autochtones, mais c'est un aspect positif qui est tout de suite caché par un côté plus négatif. C'est un code qui impose le travail forcé sur les populations locales et qui leur enlève certains droits comme le droit de vote ou le droit d'expression. Il fait opposition aussi avec la culture des populations locales. Par exemple, on avait le troc qui est un certain type de commerce qui était beaucoup utilisé avant, surtout dans les populations
autochtones, et donc qui consiste à faire l'échange d'un produit contre un autre. Et donc en s'opposant à ce type de commerce, on a une certaine frustration de la part des populations locales. Par quels moyens les contestations sont-elles faites? Donc d'abord, ces contestations sont faites par des revendications pacifistes pour la suppression du code de l'indigénat, mais face aux réponses des autorités françaises, les populations autochtones sont frustrées et donc réagissent avec violence. Et donc on a des révolutions très violentes et physiques. Et donc, par exemple avec la guerre du Rif au Maroc entre 1921 et 1926, ou plutôt les révoltes en Syrie en 1925. Quelles sont les principales figures de la contestation dans les colonies? Donc tout d'abord, ces principales figures viennent elles-mêmes des colonies et donc des peuples autochtones. Par exemple, nous avons Missa el-Hajj en Algérie ou Ho Chi Minh au Vietnam. Donc par exemple, Ho Chi Minh, il a créé le Parti communiste indo-chinois, donc il ne l'a pas appelé le Parti communiste vietnamien, mais indo-chinois pour qu'il attire tous les militants de l'Indochine française et donc rassembler plus de nationalistes, communistes ou non, pour tenter de délivrer le Vietnam. Quelles sont les réactions du gouvernement français face à ces contestations? Généralement, la France répond à ces contestations par violence. Par exemple, pour fêter la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale, un défilé fut organisé à Sétif et le Parti nationaliste a profité de l'occasion pour revendiquer leur indépendance. Cela a été autorisé, mais avec la seule condition qu'il n'y ait que des drapeaux français, aucun drapeau algérien. Le Parti nationaliste algérien, il a profité de cette occasion pour revendiquer son droit à l'indépendance. Et donc il y a eu un drapeau algérien et les gendarmes français présents, ils ont donc tiré sur ces personnes et ça a résulté en un énorme massacre avec non seulement des locaux, mais aussi des Européens qui vivaient à Sétif, qui sont morts. Qu'est-ce que la propagande coloniale et pourquoi est-elle insupportable? Cette propagande coloniale est faite pour montrer aux populations européennes la puissance coloniale qu'est la France, et donc la plus grande France. Et donc c'est pour donner un sens de fierté à la population française aussi. Donc cette propagande est faite majoritairement à travers les affiches de propagande, par exemple avec l'affiche de Bernard Miller, dans laquelle il montre les différentes populations autochtones. Mais la manière dont ces populations sont exposées résulte à une certaine frustration de la part de ces populations, puisqu'elles sont traitées inhumainement et donc comme des animaux. D'accord, merci beaucoup. Nous espérons que ces différents éclairages vous ont permis de mieux comprendre cette question délicate de la colonisation menée par la France. Merci de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver rapidement pour une prochaine émission. À bientôt!